Et puis les appareils hybrides sont arrivés. J'ai pas immédiatement été emballé par l'architecture hybride des appareils, si ce n'est pour filmer, parce que j'utilise la vidéo depuis quand même maintenant pas mal d'années pour enregistrer des making-of et montrer l'envers du décor aux visiteurs de mes expositions. Mais ce qui m'a vraiment fasciné dans le nouveau système hybride, c'est pas tellement les premiers appareils, les Nikon Z6 et Z7, mais c'est les optiques. En fait, je dois dire que ce sont les optiques qui m'ont fait changer de système et qui m'ont tourné vers le système Z chez Nikon. Parce que même si ça me paraissait assez irréaliste d'améliorer encore la qualité des objectifs dont je disposais, force est de constater que c'est bien une réalité. Par exemple, le nouveau 105 macro en monture Z, cet objectif-ci, il paraît assez inconcevable de faire mieux que les Micro Nikkor d'avant, mais je peux vous garantir que l'image est de meilleure qualité. Et ce qui est particulièrement significatif dans les images que j'ai réalisées à partir des années 2019-2020, hein, quand ce matériel-là est sorti, c'est que j'ai travaillé à plus grande ouverture qu'avant. Donc on retrouve toujours cette recherche finalement d'images épurées, mais en allant encore plus loin, c'est-à-dire que même quand je cadre serré, c'est-à-dire que j'utilise surtout un 105 mm macro quand j'ai besoin de cadrer vraiment serré, maintenant j'hésite plus à travailler à f2.8. Ce qui est un peu une contre-indication, parce que souvent quand on initie des jeunes photographes à la macro, on leur dit prenez garde à bien fermer le diaphragme, parce que plus vous cadrez serré, plus la profondeur de champ devient étroite, et il faut fermer le diaphragme pour contrebalancer ce phénomène-là. Aujourd'hui, moi, je fais le contraire. Avec ces optiques-là, je travaille à pleine ouverture, j'ai très peu de profondeur de champ, et ça me permet de faire des clichés encore plus graphiques qu'auparavant, en fait. Finalement, les optiques Z, elles me permettent de sublimer le rendu de mes images en travaillant le côté graphique, pas simplement en cadrage large, mais aussi en cherchant à magnifier le rendu des flous autour du sujet. Et ça, c'est les premières optiques Z qui m'ont poussé à travailler davantage sur ce terrain-là. Au fil du temps, je me suis fait des amis chez Nikon. Alors globalement, c'est très sympathique, mais ça a un inconvénient, c'est que il leur arrive de me prêter du matériel sans même que j'aille le demander. Et ça peut me coûter très cher. Fin 2020, Nikon m'a prêté un objectif fantastique, mais qui me semblait totalement inintéressant pour ma pratique de la photographie en proxy photo. C'est un 58 mm ultra lumineux, puisque Nikon a sorti un nouveau Noct Nikkor qui ouvre à f0,95. Cet objectif, il est très difficile à utiliser. Il est à mise au point manuel, puisque les lentilles sont tellement lourdes que Nikon n'a pas intégré de moteur autofocus dans l'objectif. Il pèse plus de 2 kg, donc pour une focale fixe à peine plus longue qu'un 50 mm, c'est très, très difficile à manier, et il est horriblement cher. Cela dit, quand on vous prête un objectif pareil, on ne refuse pas et on fait l'essai. Mal m'en a pris, puisque j'ai utilisé ce bel objet ici dans la nature à l'automne 2020, et dès la première sortie sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était l'optique qui manquait pour sublimer encore davantage le rendu de mes clichés. Cet objectif-là que j'ai du mal à mettre devant moi, là, tellement il est lourd, avec une lentille frontale fantastique. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est une optique vraiment très belle, et qui a pour caractéristique de rendre les flous comme aucun autre objectif. Comme en plus, sa distance minimale de mise au point donne accès à un rapport de reproduction 0,2, on fait vraiment de la proxy photo. Avec lui, j'ai revisité finalement le monde des papillons. Je me suis remis à me concentrer de nouveau sur le vol des papillons, comme au début des années 2000. Et cette fois-ci, en cherchant à créer des images plus graphiques, voire même un petit peu poétiques, sur des cadrages larges où parfois on ne sait plus qui est le sujet, qui est une feuille autour du papillon. Il y a des effets de mimétisme, des effets de graphisme très intéressants. Et quand on sait placer autour du Noct Nikkor une belle lumière, le rendu est vraiment fantastique. Fin 2021, Nikon a sorti quelque chose qui rapidement pour moi est devenu une bombe, le Nikon Z9.
Je l'ai rapidement associé au Noct Nikkor en profitant de sa très grande nervosité, de ses rafales à très haute cadence, le tout avec une résolution très confortable de 45 millions de pixels pour aller photographier les insectes en vol, cette fois-ci vraiment en lumière naturelle, mais sans aucune limitation et notamment sans aucun risque de flou de bouger, puisque avec la grande ouverture, j'ai plus aucun problème de lumière, et avec le boîtier qui se passe maintenant d'obturateur, on a accès au 1/32 millième de seconde. Donc on peut facilement maintenant associer un couple vitesse-diaphragme de folie en lumière naturelle, qui est de travailler à 1/32 millième de seconde à f/0,95 sans aucun flash en lumière naturelle. Et ça pour moi, c'était une vraie grosse évolution, puisque je me suis mis à me passer du flash sans faire la moindre concession sur la netteté de mes clichés. Et ça s'est complété un an après avec une autre évolution très significative qui vient cette fois-ci d'une mise à jour du firmware du boîtier, puisque un an plus tard, Nikon a introduit une fonction de pré-déclenchement qui est aussi intéressante que le fonctionnement sans obturateur mécanique, qui est la possibilité de travailler avec du pré-déclenchement. Ça permet en quelque sorte de supprimer l'instant décisif, c'est-à-dire que avec le prédéclenchement, j'ai plus besoin d'aucun artifice pour déclencher automatiquement l'appareil photo. Je n'utilise plus de barrière lumineuse et finalement en appuyant en micro sur le déclencheur, on peut enregistrer des photos en continu, et au moment où on déclenche, on enregistre les photos qui précèdent l'instant d'appui sur le déclencheur. Ça me permet finalement, quand on rassemble toutes les qualités du matériel le plus récent que j'utilise aujourd'hui, de travailler à très grande ouverture pour avoir un rendu fantastique. C'est ce que le Noct permet. Sa grande ouverture permet d'accéder à des temps de pause extrêmement courts, donc le 1/32 millième de seconde, sans monter excessivement en sensibilité et avoir des photos de qualité moindre. Et le pré-déclenchement supprime la recherche de l'instant décisif. Donc avec ce matériel-là, on peut travailler en lumière naturelle, dans la nature, sans système de déclenchement automatique, et on abandonne tout ce que je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo. Ça peut paraître un peu étrange de vous dire ça après plusieurs dizaines de minutes de discussion, mais c'est bien ce qui se passe. Avec le matériel le plus récent, on se passe de tous les accessoires et on peut travailler de manière très naturelle. Cela dit, n'oublions pas que la lumière et la qualité de l'éclairage restent de première importance, et c'est pas parce qu'on travaille en lumière naturelle que cet aspect-là de la photographie disparaît, bien au contraire. Donc il faut choisir les plus belles lumières naturelles pour avoir des belles photos. Et pour terminer, Nikon m'a encore fait un autre cadeau en 2023, puisqu'ils ont sorti une optique dont la formule optique est optimisée pour le rendu des flous. C'est le 135 mm f1.8 Plena. Il a un petit peu les mêmes qualités que le Noct, bon, sans être aussi extrême, parce qu'il pèse 2 fois moins lourd, un peu plus de 1 kg. Il est autofocus. Et puis il coûte 3 fois moins cher, c'est quand même pas négligeable. Et c'est un objectif qui a un rendu extraordinaire à courte distance, puisque lui aussi permet d'accéder au rapport de reproduction 0,2 sans accessoires. Il fournit des images très sympathiques, avec un rendu un petit peu plus tel objectif que le Noct. C'est normal, c'est un 35 mm, mais c'est une optique fantastique. Je peux vous la montrer si vous voulez d'un petit peu plus près. Voilà l'engin. Si vous regardez sa lentille frontale, elle est magnifique. C'est une merveille d'optique, et il complète très bien le Noct pour me fournir des rendus d'image très sympas, même si je ne me passerai jamais du Noct, parce que comme c'est une optique plus standard, on est plus dans le sujet, c'est-à-dire qu'on est un petit peu obligé d'être forcément plus près, et on a des perspectives un peu différentes qui font que les images prises avec le Noct sont uniques. Mais le Plena est plus facile d'emploi. Il permet de travailler quand même à 2,5 fois plus grande distance que le Noct, de par sa focale plus importante. Donc sur certains sujets, ça peut être un petit peu décisif de travailler à 80 cm et non pas à 40 cm du sujet. Et il est quand même beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est quand même une optique, même si elle n'a pas été conçue pour la proxy photo, c'est une optique qui est très sympa, et je sais qu'elle existe dans de nombreuses marques maintenant, puisque Canon a un modèle RF très sympathique. Sony, depuis plusieurs années, a aussi un 135 1.8 dans sa gamme, et même si vous n'êtes pas équipé en Nikon, essayez ce genre d'optique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le travail sur le graphisme des avant-plans et pas seulement de l'arrière-plan,
en complément d'une belle lumière, c'est ce qui va créer des flous, le fameux bokeh magnifique. Et c'est pas simplement l'optique toute seule qui fait la qualité des images, c'est la capacité du photographe à mettre le sujet dans une belle lumière et à choisir le bon point de vue, pas forcément complètement dégagé sur ce sujet, bien au contraire avec par exemple des éléments qui restent en avant-plan. Donc essayez de suivre ces conseils-là si vous voulez travailler sur des images très graphiques, vous ne serez pas déçus. À bientôt.